économiques, environnementaux et sanitaires que l'on a pu aborder dans les différentes conférences et qui sont disponibles sur YouTube. Notre conférence d'aujourd'hui porte sur un aspect plus particulier, qui sont les impacts et les apports de la 5G sur l'économie, les ressources et la société. Et donc, pour cela, on a invité, et on vous remercie énormément, deux invités de marque. Donc, on a avec nous Monsieur Le Maire et Monsieur Shen Hook, qui sont directeurs associés chez Smart World Partners. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour nous parler des impacts de la 5G. Je vous laisse y aller. Ok, très bien. Bonjour à tous, merci pour votre accueil et nous sommes ravis de participer en tout cas à cette conférence. Un petit support, est-ce que c'est nous qui devons le diffuser, c'est ça? Oui, comme ça, vous pouvez passer les slides. Hop, je vous partage. Je crois que C'est bon pour nous, par contre, le son n'est pas très bon quand vous parlez, Monsieur Chéniaud. Ah bon? Le son n'est pas très bon? Attendez, peut-être. En fait, ça dépend. Ouais. Parfois, ça va très bien et parfois, on vous perd. Ouais, là, oui, il y a un petit bug avec le son. Après, je ne sais pas si les autres personnes qui sont sur la visio peuvent couper leur micro et qu'il n'y ait que Monsieur Chéniaud qui ait son micro d'allumé pour voir ce que ça donne. Oui, il faut que tout le monde soit. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Je vais peut-être prendre la main du coup si vous n'entendez pas mon collègue pour la fluidité de la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien On vous de entend mon bien. côté? Oui, très bien. D'accord. Donc voilà, je présente Smart World Partners. Donc on est un cabinet qui a été fondé début 2020 donc par quatre associés basés à Montpellier, à Paris. Et donc on intervient sur l'aménagement numérique des territoires sur des projets souvent qui allient des partenariats publics et privés, donc notamment sur tous les projets de déploiement de la fibre qu'on voit se déployer un peu partout sur le territoire, donc avec des interventions pour un certain nombre de collectivités, mais également d'un autre côté pour des opérateurs privés. Donc ça, c'est pour la partie infrastructure numérique, et on intervient également sur des sujets qui commencent aujourd'hui à être à prendre de plus en plus d'importance sur les smart territoires, notamment sur le déploiement, la gestion à la fois sur les infrastructures numériques mobiles et donc 3G, 4G, également 5G, mais également aussi sur des expérimentations à partir de la 5G. On a également un troisième volet sur les data centers et le cloud, qui sont détaillés dans le slide que projette Dominique. Donc voilà, à la fois sur les infrastructures THD, territoire intelligent et data center. Et donc on
content, enfin voilà, que vous nous ayez proposé de participer à cette conférence. On va maintenant commencer à dérouler avec Dominique qui va démarrer à vous présenter les premiers slides. Vous m'entendez bien ou pas? Ah oui, là oui, on vous entend. Ok. Euh, Là, non. Non, en fait, il y a des à-coups. Maintenant, Non, je ne devrais pas, excusez-moi. pas de souci. On attend. Qui normalement devrait fonctionner, je ne vois pas pourquoi elle ne devrait pas fonctionner. Les aléas de la technique, c'est pas grave, on attend. Là, on ne vous entend pas bien du tout. Euh, Quand vous êtes proche de votre écran, on vous entend bien, mais quand vous reculez, il y a un écho, quoi. D'accord. Alors, je vais essayer de Non, il aura le problème. J'arrive. pas de souci. Bah, du coup, on va attendre un petit peu. Désolé pour ces petits problèmes techniques au démarrage. Il n'y a pas de souci. J'ai l'habitude de faire des visioconférences toute la journée pourtant. Des fois, ça bug, c'est comme ça. C'est ça. Non, c'est tout. Hop. Rebonjour. Bonjour. Alors là, vous m'entendez bien, non? Oui, on vous entend très bien. Ah, parfait. Voilà. Il suffisait juste d'une déconnexion, reconnexion et tout fonctionne. Ok, je repartage. Donc, le sujet étant sur la 5G et sur tout ce qui était économie, ressources et société. Alors, premièrement, il nous semblait important avec mon collègue Olivier, peut-être de rappeler quelles étaient les promesses de la 5G. Je sais que vous aviez eu deux réunions, deux visioconférences, l'une sur la 5G et la santé et l'autre sur la 5G et les fréquences, enfin, technologiquement, ce que ça veut dire. Et peut-être qu'il était juste important déjà de rappeler quels sont les impacts, en tout cas business attendus au niveau de la 5G. Donc, il faut savoir que dans sa promesse, la 5G, c'est d'abord un facilitateur, certains diront même enabler, de la numérisation de la société et de l'économie. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit cela? C'est qu'en fait, c'est surtout que ça ouvre de nouvelles perspectives et ça permet la cohabitation d'applications et d'usages extrêmement diversifiés au sein d'une même technologie. Et c'est ça la différence avec ce qu'on peut voir sur la 4G. Ensuite, donc, elle se pose en enabler de la numérisation de la société et de l'économie. Et aussi, ça ne se résume pas, contrairement à ce qu'on peut penser, à une simple augmentation des débits, hein, comme l'a été peut-être la différence entre la 3G et la 4G, même s'il y a eu le sujet de la data qui a été augmenté. Mais surtout, avant tout, à une amplification des usages et de la diversité de ces derniers. Hein. Et ça vise des secteurs qui sont complètement différents. Et c'est ce que vous voyez sur la petite image de droite, en fait, hein, bon, qui est en anglais, mais du coup, on a beaucoup de sujets en anglais à ce niveau. Donc, on a tout ce qui est industrie du futur, l'industrie 4.0. On a l'énergie, on a la e-santé, tout ce qui est médias, loisirs, enfin toute la partie entertainment, mais aussi toute la partie mobilité. Donc, en fait, ce sont les usages qu'on identifie à date, en tout cas sur la 5G, mais ce sont les principaux bénéficiaires de cette technologie. Et donc, et ce n'est pas qu'une question de débit. C'est d'abord une question d'augmentation, amplification des usages. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des services différenciés. En fait, elle est là, elle est présente, hein, cette promesse. Et donc,
il y a 3 applications spécifiques qu'on devrait avoir. Donc, d'un côté, les réseaux mobiles, de l'autre, l'Internet des objets, et enfin, le contrôle industriel de très haute performance. Et donc, en termes d'enjeux centraux autour de la 5G, on a bien sûr le temps de latence. Donc, le temps de latence, c'est quoi? C'est surtout permettre une réponse très rapide d'un équipement à un autre. Donc, c'est-à-dire qu'on parvient, grâce à la 5G, à le réduire à moins d'une milliseconde. Et ça permettra de révolutionner en fait, les usages sans fil. Donc, car le temps de latence rend typiquement la navigation plus réactive et participe à la hausse des débits. Ensuite, il y a une connexion de tout type d'objets avec une consommation énergétique minimale. Donc, il faut savoir que la 5G a été conçue avec un objectif de consommation énergétique réduit. Et donc, on a de très, très nombreux objets connectés qui peuvent être connectés grâce à la 5G. Et ces modules sont particulièrement économes pour éviter un impact trop important sur la batterie. Ensuite, un dernier sujet qui est évoqué sur la slide, mais il y en a plusieurs autres de toute façon, la fiabilité et la sécurité des réseaux afin d'éviter toute défaillance du réseau. Bien sûr, la cybersécurité est un enjeu extrêmement important en ce qui concerne la 5G. Sur la partie économie, je laisse peut-être mon collègue Olivier aborder ce dernier. Tout à fait. Merci Dominique. Donc, je vais aborder un des sujets donc, de la conférence qui était de vous présenter un état des lieux sur l'économie de la 5G. Donc, on va ici largement reprendre une étude qui avait été commandée par la Direction générale des entreprises, qui est une des composantes du ministère de l'économie et des finances, et également chapeautée par le Conseil national de l'industrie, à travers notamment ce qu'on appelle le CSF, le comité stratégique de filière, ici donc la filière infrastructure numérique, donc Conseil national de l'industrie qui est une agence donc, qui est à la fois chapeautée par le Premier ministre, le ministère de l'économie et par France Industrie, donc, qui est une fédération d'industriels. Et donc voilà, un partage entre le privé et le public ici pour comprendre quelle est l'économie de la 5G, notamment pour la France, quels sont les enjeux de l'économie pour le territoire, sachant que y a un très fort enjeu en fait de pas rater la 5G en France et de ne pas laisser uniquement des entreprises ou des économies étrangères capter toute l'économie de la 5G, dans l'idée également, même si ça a été fait avec plus ou moins de succès aujourd'hui sur le cloud souverain notamment, mais d'avoir en France suffisamment de solidité pour avoir un bon niveau de souveraineté numérique sur ce sujet, que tout ne soit pas uniquement du ressort de l'étranger. Donc, voilà, des enjeux qui sont assez importants. Sachant qu'aujourd'hui, si on parle d'économie de la 5G, on peut penser de manière un peu basique, notamment peut-être du point de vue du grand public, d'un côté les opérateurs nationaux, donc on va penser naturellement à Orange, SFR, Bouygues Télécom ou Free, qui sont les 4 grands opérateurs nationaux avec une licence mobile qui proposent des abonnements pour le grand public d'un côté, et l'autre côté les terminaux avec notamment les smartphones avec des grands constructeurs que tout le monde connaît, que je ne présente pas, comme Apple, Samsung, etc. Je ne vais pas faire la liste de tous ces entités économiques très, très connues d'un côté, donc avec les opérateurs et les terminaux de l'autre. Donc, il faut savoir en fait que la chaîne de valeur globale de la 5G va au-delà de toutes ces entreprises, notamment du côté des équipements réseau. On a besoin à la fois d'équipements passifs et d'équipements actifs pour construire des sites et avoir une infrastructure sur les réseaux mobiles. Il peut y avoir tout simplement du câblage de la connectique. Et sur cette partie-là, on a des entreprises, notamment des entreprises françaises, pas seulement, mais des entreprises françaises qui interviennent, comme Acom, notamment, dont le siège est basé à Mortain, dans le Sud-Manche. On a une entreprise américaine, mais qui a une filiale en France, comme Corning, qui a une usine à Pont-Château, dans la Loire-Atlantique. Voilà, ils ont d'autres usines aussi, par ailleurs, sur le territoire.
Ce sont également les équipements actifs, donc avec les équipements radio. Donc là, on retrouve des entreprises assez connues, alors qui sont plutôt étrangères globalement. Bon, on peut parler de Nokia notamment, qui a acheté Alcatel-Lucent récemment, mais qui est toujours très présente, assez près de chez vous, hein, avec le site de Lannion notamment. Voilà, etc. On a aussi toute une partie logicielle, mais aussi une forte, aujourd'hui, pour avoir des pylônes qui sont équipés, des points hauts qui sont équipés avec la 5G, on a aussi besoin d'hommes et de femmes qui déploient sur le terrain les infrastructures et qui les gèrent. Et donc, on a aussi, dans le microcosme des télécoms, on va dire, des entreprises qui gèrent les infrastructures, comme des entreprises comme TDF, comme Cellnex, pour citer les plus connus, et également une myriade d'entreprises qui vont déployer et exploiter les réseaux. Donc là, il y en a un très, très grand nombre, parce que ce sont souvent pas forcément des très grandes entreprises, mais des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Pour les plus grosses, on peut citer Axians, qui est une filiale du groupe Vinci Énergie. Il y a Circe, SNEF, Scopelec, qui a un peu défrayé la chronique récemment avec un contrat perdu sur Orange sur les infrastructures fixes, mais qui intervient aussi sur les infrastructures mobiles pour différents opérateurs. Et même parmi les opérateurs, en fait, donc au-delà des 4 opérateurs aujourd'hui nationaux qui vont proposer des solutions, notamment à destination du grand public, on a aussi d'autres opérateurs spécialisés, en fait, et qui, notamment dans les réseaux privés, dans les réseaux mobiles privatifs, et qui vont s'appuyer, qui cherchent à s'appuyer aujourd'hui sur la 5G pour proposer des nouvelles solutions sur le marché. Et on retrouve ici des opérateurs qui ne sont pas forcément très connus du grand public et qui sont de tailles diverses et qui peuvent être parfois assez petits. Et donc, on peut retrouver ici des entreprises comme WeAccess, comme Alsatis, qui interviennent sur ce type de marché. Voilà, pour en citer que quelques-uns, mais je ne cite évidemment pas la totalité de tous les acteurs sur le marché qui représentent plusieurs centaines d'entreprises en fait installées en France, donc soit des entreprises françaises, soit des entreprises à l'étranger, mais qui ont des implantations en France. Et pour finir, également donc, des solutions applicatives, même si aujourd'hui il y a peu d'applications basées sur la 5G qui ont passé le stade de l'expérimentation, mais on a également un grand nombre d'acteurs qui développent, qui lancent des expérimentations sur la base de la nouvelle technologie mobile, donc sur la 5G. Donc voilà, sur la chaîne de valeur. Donc après, ce que ça représente aujourd'hui, donc c'est ce qui a été estimé donc, lors de cette étude donc, qui avait été commandée par le CSF Infrastructure Numérique. C'est aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est plutôt sur 2020, sur ce slide-là. Donc la tendance était déjà en 2020 2 milliards d'euros dépensés dans l'écosystème de la 5G. Donc d'un côté, avec la demande d'un côté, et notamment les ventes de terminaux 5G qui représentent la moitié de ce niveau de dépenses annuelles, puisque aujourd'hui, en fait, la plupart des terminaux, enfin en tout cas jusqu'à fin 2019, voire même en 2020, la plupart des terminaux n'étaient pas équipés en 5G, donc la plupart des gens aujourd'hui qui veulent se connecter, qui veulent pouvoir utiliser des réseaux 5G, doivent s'équiper avec des nouveaux terminaux compatibles donc avec cette nouvelle technologie. Le chiffre sur les forfaits mobiles, aujourd'hui, il paraît ici assez faible, mais là, on parlait encore de 2020, sachant qu'il ne faut pas oublier que les premières autorisations ont été données par l'ARCEP et la NFR en novembre 2020. Donc, forcément, ici, la partie mobile pèse assez peu, sachant que en 2020, forcément, avec très peu de sites
mobile disponible, ouvert en 5G, il y avait un intérêt qui était forcément très limité de prendre un forfait 5G avec une couverture qui était quand même assez restrictive, limitée à quelques grandes agglomérations, même quelques parties des grandes agglomérations dans les premiers mois post-autorisation de la 5G, quoi. Et de l'autre côté, donc, il y a du côté de l'offre avec la chaîne de valeur de la 5G que je vous ai présenté dans le slide précédent, donc avec les équipements réseau qui représentent un peu plus de la moitié des dépenses d'investissement dans la 5G. Il y a aussi une partie logicielle qui n'est pas négligeable, qui représente un quart des dépenses, et l'installation des équipements sur le terrain qui en représente un cinquième. Donc voilà pour la partie investissement, et pour la partie dépenses de fonctionnement, qu'on appelle aussi OPEX. C'est une partie qui est un peu plus négligeable, avec moins de 100 millions d'euros de dépenses de fonctionnement par an pour assurer le fonctionnement de la 5G. Voilà, donc ça, c'est l'état des lieux lors de la réalisation de l'étude en 2020, donc en 2021 sur l'année 2020, pardon. On part d'une dépense 5G des utilisateurs finaux en 2020 estimée à 1 milliard d'euros, avec une progression en 2027 très importante, donc avec une prédominance de la 5G qui sera totale par rapport aux autres réseaux d'ici 5 ans, et avec donc une économie qui sera plus à 1 milliard d'euros du côté des utilisateurs finaux, mais qui sera plutôt sur 23 à 28 milliards d'euros. Donc un niveau économique nettement plus important que les prémices de la 5G à aujourd'hui, enfin en 2020, mais encore aujourd'hui, on est à des niveaux qui sont d'une moindre importance. Voilà, et puis sur la partie construction et opération des réseaux, on est sur un niveau de dépenses attendu entre donc 1,5 et 2,2 milliards d'euros par an, ce qui nous amènera en 2007 à un chiffre pour la construction et l'exploitation des réseaux autour de 20 milliards d'euros. Et donc, ce que ça peut représenter, donc bon, les milliards d'euros, ça peut toujours sembler des chiffres qui sont relativement abstraits. Ce qu'on estime aujourd'hui concrètement en termes d'emplois qui sont générés par la mise en œuvre de la 5G, c'est pour l'instant un peu moins de 10 000 emplois, notamment avec une partie importante dans les entreprises françaises, donc avec la moitié, voire 2 tiers des emplois dans des entreprises françaises, et un potentiel à terme, donc à 2027, jusqu'à 100 000 emplois concernés par la 5G. En nombre d'entreprises, donc on est sur un peu plus de 200 entreprises qui sont présentes en France, avec des tailles d'entreprises qui sont relativement différentes, et pas forcément que des grandes entreprises pour le coup. Et donc, on est plutôt équilibré entre une centaine de PME aujourd'hui qui sont recensées comme intervenants dans le domaine de la 5G, et 70 grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire qui interviennent, sachant que forcément, si on parle des opérateurs, il y a sans surprise une prédominance des 4 opérateurs, des 4 grands opérateurs nationaux qui déploient la 5G, notamment à destination du grand public. Ce qu'on voit dans le graphique en dessous, c'est qu'on a une présence des opérateurs sur la chaîne de valeur, des grands opérateurs à 90%. Mais c'est plus équilibré, voire en faveur d'entreprises de moindre importance pour ce qui est de la construction des équipements ou la mise en place de l'infrastructure sur le terrain.
Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire pour conclure sur cette étude, donc, qui avait été notamment poussée fortement par le gouvernement. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont lancées sur la 5G, donc que présentera Dominique. Enfin, il présentera quelques expérimentations plus en détail dans les slides suivants. En tout cas, voilà, le gouvernement a mis en place un système de financement public pour générer dans l'écosystème un certain nombre d'expérimentations, on va dire, made in France, donc pour lancer partout sur le territoire bah, toute une chaîne d'expérimentation donc dans des secteurs très différents, hein. Donc ça peut être des plateformes pour l'industrie, pour le ferroviaire, dans la santé, dans la mobilité avec les transports, etc., etc. Et donc l'idée c'est de générer du dynamisme dans les télécoms en France pour lancer ces expérimentations, avec l'idée après d'avoir une vraie industrialisation du secteur en France qui soit maîtrisée sur le territoire, et aussi avec l'idée de pérenniser des emplois et que donc les promesses d'emploi, on vous a indiqué le chiffre de 100 000 emplois dans la deuxième partie de la décennie. Voilà, l'idée c'est aujourd'hui de créer plus de 20 000 emplois d'ici 3 ans, et d'accompagner la croissance du marché pour que les promesses qui ont été quantifiées aujourd'hui soient réalisées demain. Voilà, sachant que évidemment il reste des challenges importants à relever, qu'il y a quand même forcément une interdépendance avec des entreprises étrangères et des fournisseurs à l'étranger. Donc, il n'y aura jamais non plus une autonomie totale de la France sur la 5G, évidemment. Et il y a des enjeux importants en tout cas pour réussir la transformation du numérique avec la 5G. Voilà, sachant que évidemment il reste beaucoup d'étapes à relever si on pense notamment au cloud souverain, où aujourd'hui on n'est peut-être pas encore totalement autonome sur le sujet en France, quand on pense évidemment à l'intervention des GAFA, mais c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Quand je dis on, c'est côté français, essayer d'éviter en ayant une autonomie beaucoup plus grande sur la 5G et ne pas rater le virage des usages. Comme ça peut être le cas avec le virage de l'Internet et les grandes entreprises américaines qui ont trusté la plupart des usages jusqu'à aujourd'hui. Après, de manière, on va dire, concrète pour les particuliers, je vous propose quelques slides, et notamment sur aujourd'hui où en est-on du déploiement de la 5G en France. Donc, comme je l'ai dit, donc, il y a eu une autorisation de la 5G en France donc en novembre 2020, donc avec des pilotes qui avaient démarré depuis le début de l'année 2020. Donc aujourd'hui, on est sur un déploiement qui est arrivé sur une phase, on va dire, avec un rythme industriel, un rythme de croisière sur le déploiement des sites pour les équiper en 5G. Ce qu'il faut quand même noter aujourd'hui, en fait, et c'est une nuance assez importante, c'est que les sites qui sont mis en service sur la 5G sont sur une architecture qu'on appelle en bon français non standalone, donc une architecture non autonome. Et en fait, c'est une architecture avec des antennes 5G, mais qui fonctionnent sur un cœur de réseau qui est toujours le même que le cœur de réseau de la 4G, en fait. Donc, on est aujourd'hui sur une évolution des réseaux de la 4G vers la 5G, mais qui reste quand même liée à une technologie qui reste très marquée par la 4G, en fait, hein, pour faire simple.
Donc ça, c'est une chose. Et d'autres choses, en fait, les fréquences, sans entrer trop dans le détail, mais les fréquences qui sont utilisées aujourd'hui, enfin qui sont déployées sur la 5G, sont des fréquences basses qui étaient en partie déjà utilisées par la 5G, notamment sur le 700 MHz, qui est utilisé notamment par un opérateur comme Free, et le 1800 ou le 2100 MHz par des opérateurs comme Bouygues Telecom, SFR et Orange. Qui représentent quand même une grosse partie des sites qui sont mis en service. Aujourd'hui, c'est plus de 50% des sites qui sont sur des fréquences déjà utilisées par la 5G. Donc, en fait, la 4G est entre guillemets remplacée par la 5G sur un certain nombre de sites, enfin, fonctionne en parallèle, mais avec des fréquences qui sont déjà utilisées, qui sont déjà connues, on va dire. Et il y a un déploiement progressif de la nouvelle fréquence 3500 MHz qui avait fait l'objet d'une mise aux enchères par l'ARCEP en 2019-2020. Et en fait, aujourd'hui, donc, on reste sur l'utilisation de la 5G qui est très semblable à la 4G, en fait. Les promesses de la 5G qu'on vous a présentées, le futur de la 5G, la révolution de la 5G versus l'évolution aujourd'hui de la 4G vers la 5G, ça serait sur une architecture standalone, donc une architecture totalement autonome avec un réseau 5G totalement indépendant des autres réseaux existants, en fait. Et donc qui permettra une vraie évolution, enfin une vraie différence avec la 4G. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que si on utilise un forfait 5G, on a des performances qui sont un peu meilleures que la 4G, mais qui ne sont pas non plus totalement incomparables, on va dire. Et on aura une vraie libération de la 5G avec les réseaux autonomes et qui ne sont pas encore tout à fait déployés aujourd'hui, en fait, et qui doivent être déployés notamment pour l'année prochaine. Et c'est ce type de réseau qui permettra de dépasser le stade de l'expérimentation, en fait, sur les solutions 5G dédiées, et donc sur les expérimentations en cours. C'est ce qui permettra de passer à un niveau industriel, d'une part, sur la bande de fréquence, notamment 3,5 GHz ou 3500 MHz, et pour aller au-delà, en fait, de cette bande de fréquence, pour aller sur une bande de fréquence plus haute qui est le 26 GHz, qui est aujourd'hui utilisé que vraiment uniquement sur des expérimentations, qui n'est pas du tout déployé dans l'environnement urbain aujourd'hui. On aura vraiment besoin de cette architecture autonome qu'on appelle donc NSA ou non-standalone. Ce que permettra cette bande de fréquence 26 GHz notamment, c'est une couverture très importante de la 5G et la possibilité de libérer les promesses de la 5G avec des nouveaux usages qui aujourd'hui ne sont pas permis par la 4G, sachant qu'en contrepartie, l'enjeu qu'il peut y avoir derrière et qui pourra poser problème, c'est que cette bande de fréquence 26 GHz a une portée qui est très faible et en fait nécessiterait un triplement, enfin en tout cas une forte accélération, une multiplication du nombre d'antennes, notamment avec le recours à ce qu'on appelle les small cells, donc à des micro-antennes qui seraient présents de manière très quadrillée dans les zones urbaines. Parce qu'en fait, la limite aujourd'hui de la bande de fréquence 26 GHz, c'est qu'on est sur une portée de 100 à 200 mètres, en fait, qui est un peu plus importante que le Wi-Fi, mais qui reste très limitée. Et donc, forcément, dont les opérateurs aujourd'hui ne sont pas forcément friands, ils ne sont pas pressés de les déployer, parce que qui dit déploiement, on vous a parlé de milliards d'euros précédemment, donc ça nécessiterait des déploiements très importants avec une rentabilité qui n'est pas forcément assurée, et ça pose aussi un autre problème de l'acceptation par le grand public, mais aussi par les collectivités locales, de l'acceptation de voir se multiplier des antennes partout dans l'espace urbain, quoi.
Et pour le coup, donc dans le slide suivant, alors aujourd'hui, c'est un modèle qui est théorique, enfin en tout cas qui est théorique en France, mais qui pourrait, dans des expérimentations, existent en Europe, notamment, sur notamment sur la mise en place de cette fréquence 26 GHz qui est aujourd'hui pas autorisée en France. Il n'y a pas encore eu d'attribution de bande de fréquence 26 GHz au-delà du stade de l'expérimentation, mais ça serait la mise en place, comme ça peut exister aujourd'hui sur le FTTH, avec un opérateur d'infrastructure qui construit la fibre et qui la commercialise, qui la propose à d'autres opérateurs qui l'exploitent. Donc aujourd'hui, vous allez par exemple avoir un Orange, mais pas seulement, qui construit la fibre dans les zones d'investissement privé et qui va être après commercialisé par notamment les trois autres opérateurs comme Free, SFR ou Bouygues. On pourrait voir ce type de modèle sortir pour la 5G avec un modèle donc, de neutral hosts. Et donc, un opérateur qui déploie les small cells dans l'espace urbain, donc en tant qu'opérateur de gros, en fait. Donc, c'est lui qui déploie l'infrastructure et après qui la commercialise à d'autres opérateurs, un peu comme le système de MVNO qui peut exister aujourd'hui sur les technologies existantes avec des Virgin Mobile, des CIC Mobile, etc. On pourrait voir un modèle avec un seul opérateur qui déploie, qui exploite le réseau, et d'autres opérateurs qui viennent commercialiser ce réseau unique, en fait. Et donc, c'est un modèle qui pourrait être intéressant justement pour éviter la prolifération des antennes avec autant d'antennes déployées que d'opérateurs, et donc 4 ou voire plus avec des nouveaux opérateurs qui proposeraient des usages indépendamment des 4 opérateurs mobiles existants sur cette nouvelle bande de fréquence. Et aujourd'hui, par exemple, on peut voir que notamment la municipalité de Barcelone a lancé une expérimentation sur le sujet, donc pour pousser le déploiement de la 5G et pour permettre de mieux réguler donc l'utilisation de son espace public et l'intégration de ces antennes à travers le mobilier urbain, quoi, et qu'il n'y ait pas d'intégration sauvage en fait de ces nouvelles antennes et pas incontrôlée sur son territoire. Et pour le coup, c'est intéressant parce que ça sera un bon test pour mettre en place ce concept d'opérateur neutre. Et l'avantage aussi que ça pourrait apporter, c'est que comme on est sur un opérateur neutre qui pourrait être contrôlé par une puissance publique, ça pourrait permettre de mieux répartir le déploiement de cette technologie sur tout le territoire et pas uniquement dans les zones plus denses, et donc permettre de lutter contre la fracture numérique de la même manière que le plan France Très Haut Débit a cherché à lutter contre la fracture numérique avec la fibre, qui est maintenant disponible dans 86%, 85, un peu plus de 85% du territoire, bientôt 90%, avec l'objectif de 100% à 2025. Et avec la fibre aujourd'hui qui ne serait pas aussi disponible pour le grand public s'il n'y avait pas eu cette volonté de la puissance publique qu'elle soit disponible, pour tous. Elle aurait probablement été limitée aux zones les plus denses, et donc dans les grandes agglomérations, peut-être également dans les moyennes agglomérations. Donc voilà, l'idée qui est intéressante pour nous de ce modèle de neutral host, c'est vraiment de pouvoir développer cette technologie 5G pour le plus grand nombre. Et donc après, pour dire quelques mots sur Saint-Brieuc, aujourd'hui où en est la 5G sur votre ville. Donc il y a 30 sites mobiles aujourd'hui qui sont référencés dans la ville. On cumule avec les 4 opérateurs avec un peu moins la moitié d'adresses, en fait, puisqu'il peut y avoir plusieurs sites par adresse. Donc aujourd'hui, sur la 5G, il y a très peu de sites assez peu de sites qui sont mis en service.
avec 3 sites mis en service sur des fréquences basses, donc en 700 MHz, avec Free en 2,1 GHz ou en 1800 par Bouygues, donc sur des fréquences en fait qui étaient déjà utilisées pour la 4G. Et aujourd'hui, aucun site sur la nouvelle bande de fréquence qui est considérée comme la bande de fréquence cœur de la 5G avec le 3,5 GHz. Mais pour le coup, si on suit les indicateurs que sortent tous les mois, notamment la NFR, on a une vingtaine de sites qui sont prêts à être mis en service sur la 5G et notamment 7 sites sur la bande de fréquence 3,5 GHz. Donc voilà, avec la 5G donc, qui est en cours de déploiement sur Saint-Brieuc. Je te laisse peut-être poursuivre, Dominique, sur les applications industrielles. Donc effectivement, donc là on voulait vous montrer à la suite. C'est vrai quand on parle de 5G, on pense assez rapidement grand public, mais et là ce qui nous intéresse et c'est là vraiment l'apport côté 5G, ce sont vraiment les applications industrielles potentielles en fait. Hein. Donc on va vous présenter quels sont les avantages de la 5G pour les verticales métiers. Donc déjà un petit rappel sur à la fois le débit, la densité et la latence. Donc on est sur un débit qui est jusqu'à 10 fois supérieur à la 4G. Hein. Après, en termes de densité d'objets connectés, on peut avoir en tout cas jusqu'à 1 million d'objets connectés par kilomètre carré. Donc c'est également 10 fois supérieur à la 4G. Et en termes de latence, on est aussi… Vous Oui, m'entendez? Juste oui, une question pour nous éclairer quand même. oui. Les verticales métiers, vous pouvez nous préciser ce que ça signifie? Oui, alors les verticales métiers, en fait, c'est tout simplement, on va dire que par exemple l'industrie, la santé, l'eau, l'assainissement, le traitement des déchets sont considérés comme des verticales métiers, en fait. Donc, quand on dit vertical, c'est vraiment pour désigner tout simplement l'ensemble des secteurs, des autres secteurs que vous avez, tout simplement. Donc, Merci. en fait, là, par exemple, dans le cadre de la 5G, ce qu'on dit, c'est que l'implémentation de la 5G, quel impact aura la 5G pour les métiers traditionnels, en fait. Donc, typiquement, sur l'industrie, quel impact ça aura, sur la santé, quel impact ça aura, sur la mobilité, quel impact ça aura. Si c'est clair pour vous, du coup, je continue. Oui, tout va bien, merci. Oui, pas de souci. Ensuite, on a la latence qui est finalement inférieure à 1 milliseconde, donc également 10 fois inférieure à la 4G. Donc, quelque part, quand on passe de 4G à 5G, on est 10 fois mieux, hein, si on veut résumer assez simplement. Et à droite, en fait, on vous a mis, du coup, ça vous avait été présenté, mais dans un format un peu différent par la NFR. Hein. Donc, c'est un petit rappel. Voilà, quelle est la différence entre peut-être le Wi-Fi 6, la 4G et la 5G, à la fois en termes de débit. Hein. Donc là, par exemple, dans le graphique de droite, enfin dans le tableau de droite, effectivement, vous voyez la différence entre 4G, 5G. Donc on est en 1 giga en téléchargement et 500 mégas en chargement, en upload. Et à l'inverse, côté 5G, on attend plutôt des débits, alors 20 gigas pour la partie download, enfin, téléchargement, et 10 gigas pour la partie upload. Et bon, sur la partie connexion d'objets type Internet des objets, hein, donc là, on voit qu'il y a une centaine de milliers par kilomètre carré pour la 4G et 1 million pour la 5G. Et en termes de millisecondes, voilà. C'est un résumé, mais ça permet en tout cas de se faire une idée à la fois en comparatif entre Wi-Fi 6, 4G et 5G, ce que ça donne. Donc, on est vraiment sur un saut assez important en termes de technologie. Et donc, comme on est sur un saut important,
en fait, ça aura une grande utilité pour l'ensemble des verticales. Et c'est ce qu'on va voir juste là. Donc, en termes d'opportunités, par exemple, dans l'industrie, parce qu'on parle beaucoup d'industrie du futur, d'industrie 4.0, hein, ce sont des termes totalement synonymes, hein, mais pas que. Donc, en fait, on a dans les besoins principaux, on a un besoin qui est d'une bande passante importante pour la vidéo et les services qu'on appelle AR, VR, donc Augmented Reality ou réalité augmentée, et aussi Virtual Reality, donc réalité virtuelle. On a aussi un besoin de consommation limitée et à faible coût, hein, pour les réseaux de capteurs. On a besoin aussi d'une latence ultra faible, hein, pour l'automatisation et un très haut niveau de fiabilité et de confiance dans le réseau. Là, ce sont les besoins de l'ensemble des verticales, hein. Et donc, en termes de moteur, effectivement, on a une tendance au développement de l'usine du futur. Toutes les anciennes alternatives filaires ou sans fil ne vont pas forcément répondre à l'ensemble de ces demandes, hein, qui sont listées. Et finalement, la 5G, on se rend compte que grâce à sa fiabilité, grâce au débit proposé, grâce à la latence, on a une possibilité que la 5G remplace les réseaux sans fil existants, clairement. Et avec des freins, hein, face à la fois ces moteurs, un démarrage qui peut être relativement lent, hein, parce qu'on est de l'ordre de 5 à 10 ans peut-être après le marché grand public, une sensibilité forcément importante au prix, un manque de confiance aussi au niveau fiabilité qu'on peut avoir, hein, parce qu'on peut se poser toujours des questions. Bah, finalement, est-ce que le réseau 5G est fiable? Est-ce qu'en termes de cybersécurité, est-ce qu'en termes de handover, on est OK? Donc, tout ce qui est sécurité, mais aussi le sujet interopérabilité, hein, qui est nécessaire avec l'ensemble des solutions en place. Il faut savoir que dans des usines, dans d'autres secteurs, comme par exemple, on peut être dans la santé, dans les hôpitaux, on a des réseaux qui sont des réseaux télécoms qui sont dans les bâtiments, par exemple, de la santé, et qui sont tous différents les uns des autres. On peut avoir déjà, de toute façon, le réseau 4G qui est disponible, mais on peut avoir un réseau Wi-Fi, ou soit un réseau dédié, hein, qui est à l'intérieur du bâtiment et qui dessert en débit l'ensemble du bâtiment. Et donc, l'idée de la 5G ici, c'est de vraiment remplacer tout ce qui est possible, par exemple, dans, dans, dans une industrie, dans un bâtiment. Et donc, finalement, dans le tableau de droite avec les nuances de vert, ce qu'on voit, en fait, ce sont les applications 5G pour l'ensemble des verticales métiers, ou qu'on appelle aussi verticaux, hein. Donc, à la fois, on a listé l'ensemble des domaines, donc des verticales. Donc, agri, c'est pour agriculture, tout ce qui est automotive, donc en fait, c'est toute la partie mobilité, toute la partie énergie, toute la partie services financiers, toute la partie santé, usine, médias et entertainment, etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'on a regardé, ce qu'affiche ce tableau finalement, c'est en fait, on reliste à gauche l'ensemble des éléments, l'ensemble des éléments, enfin, des gains de la 5G, à la fois en termes de vidéo améliorée, d'automatisation en temps réel, de véhicules connectés, etc. Et finalement, tout ce qui est en vert foncé, ce sont des sujets qui sont significatifs en termes de 5G. Par exemple, côté mobilité, on se rend compte que oui, ben, du coup, le véhicule connecté, oui, ben, de toute façon, on s'en doutait, on l'entend partout. La 5G, ça peut être très intéressant, ça peut être significatif pour les véhicules connectés. Sur la partie énergie, ça peut être de l'automatisation en temps réel. Sur la partie santé, là, on pense forcément aux téléconsultations. Mais du coup, on se dit que tiens, la vidéo, une meilleure vidéo, une vidéo de plus grande qualité, ça peut aider sur la téléconsultation
ou même des opérations à distance, en fait. Hein. Oui, forcément. La qualité d'image et la retransmission, c'est surtout la retransmission de cette qualité d'image extrêmement importante. Et la 5G permet ce genre d'application. Idem pour la partie manufacturing, donc toute la partie industrie. Là, Je peux vous arrêter un tout petit instant. Est-ce que pour la bonne compréhension des personnes qui sont présentes et qui ne sont pas toutes anglophones, vous voulez bien traduire rapidement ce que vous avez en abscisse en ordonnée? Oui, tout à fait. Merci. Alors, en abscisse, on a agriculture. Alors, auto, c'est pour automotive, donc c'est mobilité. Tout ce qui est énergie et utilities, en fait, ce sont tout simplement toutes les infrastructures, hein, finalement. Pas que de l'énergie, mais tout ce qui est considéré comme des utilities. Ça peut être l'eau, ça peut être en gros les infrastructures de gaz, etc. Bon, services financiers pour financial services. Healthcare, c'est pour la partie santé, le domaine de la santé. Manufacturing, c'est pour la partie industrielle. Media and entertainment, c'est pour la partie forcément médias, loisirs. Bon, public safety, donc c'est la sécurité publique, mais en fait, du coup, en gros, ça peut être les caméras de vidéosurveillance. Les transports publics. Et pour la partie retail, c'est la distribution. Donc ça, c'est en abscisse. Et en ordonnée, là, ce sont l'ensemble des thèmes côté 5G. Plutôt l'ensemble des thèmes qui sont des besoins identifiés. Donc, par exemple, on a Enhanced Videos, donc c'est c'est la vidéo améliorée, hein, tout simplement. Donc, donc, c'est pour ça que, par exemple, sur cette première ligne, on se rend bien compte que le domaine de la santé a besoin, par exemple, de vidéos améliorées. Mais aussi pour les loisirs, forcément, quand on veut regarder une vidéo sur son téléphone, on s'imagine bien que, alors déjà, c'est vrai qu'en 4G, c'est déjà de très bonne qualité, et en 5G, c'est encore de bien meilleure qualité. Real-time automation, c'est la partie automatisation en temps réel. Et donc là, ce sont plutôt, dans cette deuxième ligne, l'ensemble des secteurs de l'énergie, de l'industrie et même aussi de la santé, pour qui c'est un sujet significatif. Connected Vehicle, c'est toute la partie véhicules connectés. Et bien sûr, c'est dans la partie mobilité où c'est quelque chose de très important. Alors, dans toute la partie transport public, ça l'est un peu moins, mais bon, il y a des applications qui sont un peu différentes et c'est pour ça que c'est comme cela. Toute la partie monitoring and tracking, donc là, c'est pour monitorer, piloter, en fait, et aussi toute la partie tracking, finalement, c'est du coup tout le traçage, finalement. Hazard and maintenance sensing, en fait, finalement, c'est tout ce qui est, en fait, on peut avoir des problèmes de toute façon liés à des problèmes d'aléas, en fait. La partie autonomous robotics, en fait, c'est les robots autonomes. Hein. Donc, robots autonomes, ça, c'est un sujet qui est extrêmement important pour la partie industrielle, donc toute la partie manufacturing. Puis ensuite, on a remote ops, smart surveillance et augmented reality. Donc, en fait, je peux vous décrire tout le tableau, mais je pense que c'est déjà pas mal. Donc, peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la slide suivante. Oui. Alors, attendez, hop. Voilà, si mon écran il bouge trop, là c'est bon. Alors désolé, c'est encore en anglais. Donc en fait, en termes de tests 5G pour les verticales en Europe, hein, pour les verticaux en Europe. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer en fait, en termes d'application industrielle, quels ont été les tests, par exemple, qui ont été faits en Europe hein, par rapport à la 5G en 2019 et en 2020. OK. Et en fait, quelque part, c'est un classement du nombre de tests qui ont été réalisés en fonction des différents verticaux. Et donc là, on voit bien que dans les tests réalisés,
Côté médias et entertainment, donc toute la partie vidéo, par exemple, ça, ce sont les tests qui ont été énormément réalisés en 2019 et en 2020. Mais aussi, en deuxième position, c'est toute la partie transport. Donc là, forcément, on entend beaucoup parler de véhicules autonomes, de véhicules connectés. Donc, c'est normal que ces tests, ce sont les deux premiers thèmes qui sont testés par l'ensemble des verticales par rapport à la 5G. Donc, tout ce qui est transport, automotive, donc le transport, la mobilité, ce sont des sujets qui sont très importants, donc qui est en troisième position. On a eu un petit peu moins de tests en industrie 4.0, effectivement, ou même en termes de e-santé, ou même en termes de ville intelligente. Mais là, normalement, avec par exemple la mission 5G industrielle qu'on voit par ailleurs, ce sont des domaines qui restent très importants et qui font l'objet d'un fort intérêt. Donc, mais de toute façon, ça c'est pour 2019-2020. Donc, ça veut dire que pour 2021-2022, on aura de plus en plus de tests qui ont été effectués. Je passe également sur, parce que là, on était beaucoup dans les verticales, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être quelques exemples de cas industriels de la 5G. Typiquement, on peut vous parler du cas SNCF. Donc, il y a une expérimentation qui s'appelle Living Labs 5G, menée par la SNCF. Donc, en plus, c'est une expérimentation qui se déroule à Rennes, donc en région Bretagne. Donc, en fait, l'idée, c'est de développer un cas d'usage sur la réalité augmentée pour les opérations de maintenance. Comme vous savez, donc, côté SNCF, donc côté train, il y a énormément de sujets de maintenance. Et donc, c'était justement utiliser la réalité augmentée pour justement améliorer les opérations de maintenance. Et pour utiliser la réalité augmentée, en fait, l'idée, c'était d'utiliser de la 5G parce que ça permet d'avoir une meilleure qualité vidéo. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les performances de la 5G sont déjà indispensables pour avoir une connectivité suffisante et une continuité de service, même en mobilité. Donc ça, c'est déjà la première chose à avoir en tête. Et on a des sites, vous savez, côté SNCF, il y a des technicentres, donc, qui sont des sites industriels très complexes, où typiquement, les réseaux, aujourd'hui, ces technicentres, ils sont reliés, ils sont connectés via des réseaux sans fil et filaires, mais notamment en sans fil, on est sur des réseaux de type Wi-Fi, et le signal a du mal à se propager. Les réseaux mobiles privés sont aussi utilisés et sont particulièrement bien adaptés pour des cas d'usage simples, comme la transmission de la voix. Donc, ça veut dire que du coup, dans les technicentres, ils utilisent un réseau privé mobile et ces réseaux privés mobiles, finalement, OK, ils sont bien adaptés pour la transmission de la voix, donc juste qu'on s'appelle. Mais par contre, dès qu'on veut transférer de la donnée, dès qu'on veut faire de la réalité augmentée, qui se fait que par de la donnée, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est là où on se rend compte finalement que dans cette expérimentation, l'expérimentation n'est pas encore terminée, mais déjà, la 5G, elle permet de lever toutes ces contraintes, finalement. Et donc, on est sur une réalité augmentée plus facile. Enfin, on peut utiliser la réalité augmentée pour des opérations de maintenance. Et donc, à droite, en fait, tout ça, ce sont des éléments communiqués par côté SNCF, mais en gros, on serait sur à la fois du travailleur connecté, qui, en termes de communication, serait sur de la voix, de la vidéo, on serait sur des communications critiques. On pourrait avoir de la maintenance assistée, donc avec des contenus augmentés et virtuels et avec une expertise à distance, parce qu'effectivement, quand on a un technicien qui se déplace pour faire de la maintenance assistée, des fois, il peut avoir besoin d'un expert. Et donc, l'expert qui est à distance, du coup, avec une meilleure qualité vidéo, il peut mieux voir l'ensemble des problèmes sur le site avec juste une seule personne à distance. Quelque part, on déplace moins de personnes en même temps et donc ça permet d'avoir une maintenance plus efficace. Et puis, en termes de contrôle et de supervision, on a un pilotage de procédés via des terminaux mobiles et d'accès réseau entreprise. Ensuite, on a d'autres sujets comme tout ce qui est usine connectée.
donc avec le jumeau numérique. Donc ça, c'est un autre sujet dont on parle énormément. Donc ce sont des outils de simulation hein, qui permettent d'aider à la décision. Donc un jumeau numérique, c'est faire en fait une copie, vraiment un jumeau, par exemple, ça peut être d'un technicentre, et de se dire, bah, tiens, bah, comment est-ce que ce technicentre va évoluer dans le temps via pas mal de paramètres qu'on insère. Et donc, ce sont des outils de simulation qui sont extrêmement importants et qui permettent d'optimiser tout ce qui est planification, flux, pilotage et maintenance à distance. Dans l'usine connectée, on a aussi tous les processus métiers. La M2M, c'est le mobile to mobile. Donc, en fait, c'est juste effectivement le machine to machine. M2M, c'est-à-dire machine to machine. Donc, c'est juste la communication d'une machine à une autre. Et donc, en fait, dans le M2M, il y a des communications qui sont critiques entre les différentes machines. Hein. Et donc, on a besoin d'Internet des objets sécurisé pour le jumeau numérique. Et donc, la 5G, elle sert à ces domaines-là. Et dans le matériel connecté, on a tout ce qui est maintenance prédictive, préparation des trains. Donc en fait, finalement, l'expérimentation de toute façon de Living Labs 5G de SNCF, elle est assez complète. Hein. On teste énormément de choses hein, sur la 5G pour permettre justement à la fois une meilleure maintenance, une meilleure préparation des trains, de meilleurs processus métiers, un meilleur contrôle, une meilleure supervision. Donc, tout cela est en phase de test. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment grâce à la 5G, grâce au haut niveau de qualité délivré par la 5G, en fait, on peut réaliser ces tests et justement, ça permet de voir si c'est suffisamment robuste. Un deuxième cas d'usage, c'est dans le milieu de la santé. C'est un deuxième cas d'usage qu'on voulait vous présenter. Donc avec la plateforme 5G Vertical ISS, donc c'est dont Azatis est le chef de file. Hein. Et donc les prescripteurs, c'est Toulouse Métropole et le CHU de Toulouse. Hein. Donc l'idée, c'était le déploiement d'une plateforme d'expérimentation et de démonstration afin de pouvoir, par exemple, localiser les équipements médicaux à distance et assurer la communication des données vitales des patients durant les transferts. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans un hôpital, alors on le voit ici, hein, finalement, on a à la fois des réseaux internes, des réseaux Wi-Fi, une téléphonie interne, des objets connectés. Et en fait, l'idée, c'est que la 5G devient le seul réseau unique pour l'ensemble de l'établissement de santé hein, et tout ce qui tourne autour. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser les moyens de communication, de rendre interopérable l'ensemble de ces moyens de communication existants. Et la 5G, c'est vraiment, alors, ici qu'on appelle 5G privé, hein, ce n'est pas le réseau 5G que vous allez avoir dans le grand public, mais plutôt vraiment un réseau 5G déployé au sein de l'hôpital et qui est entièrement privé. Et ça va être vraiment la dorsale et le support technologique qui est nécessaire pour unifier l'ensemble des moyens de communication. Pourquoi ? Parce que, en fait, il faut savoir que lorsqu'on navigue avec plusieurs réseaux différents au sein d'un même hôpital ou établissement de santé, en fait, des fois, le passage d'une technologie, d'un support de communication, par exemple le réseau Wi-Fi, au réseau mobile ou à la téléphonie interne, n'est pas si facile que ça, en fait. Donc, ça ne se fait pas aussi facilement. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser un seul et même réseau pour permettre une meilleure robustesse et donc d'avoir des communications qui sont extrêmement fluides. Donc ça, c'est tout le sujet de cette expérimentation. Et après, il y a énormément d'autres sujets. Hein. Typiquement, ça peut être la voiture, l'ambulance qui peut être connectée et qui peut dire, bah, tiens, on a un patient dans l'ambulance. On peut communiquer tout de suite l'ensemble des signaux vitaux à l'hôpital dont ce patient sera la destination. Et ça permet d'avoir une communication assez fluide et de voir en direct les signaux vitaux pour l'hôpital. Ça, ce sont les exemples, par exemple, qu'on a trouvés, mais il y en a énormément d'autres. Hein. Vous avez vu la carte tout à l'heure présentée par mon collègue Olivier. Il y a énormément d'expérimentations qui sont faites au niveau de la 5G.
peut-être avant de passer, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Mais ensuite, il y a un autre sujet qui nous était important et qui était que la mairie voulait qu'on aborde, c'était l'impact environnemental. Donc, c'est vrai que mon collègue Olivier en a parlé, typiquement, quand peut-être que ça fait peur, tiens, on se dit, en termes de smartphones, aujourd'hui, il faut tout changer, faut changer l'ensemble des smartphones, hein, finalement. Ceux qui n'ont pas de module 5G, faudra les modifier pour le grand public, hein, si jamais on veut switcher, si on veut avoir la 5G sur son smartphone. Ensuite, il y a d'autres impacts, hein, on est sur la multiplication du nombre d'antennes. Donc, tous ces sujets sont très importants et ne sont pas à mettre sous le tapis. Alors, ce qu'on a voulu d'abord vous présenter, c'était peut-être d'abord, avant même de parler de 5G, de son impact environnemental, peut-être juste peut-être vous refaire un petit topo sur quel est l'impact environnemental du numérique de manière générale. Parce que la 5G, c'est une composante du numérique, hein, mais parce qu'on a un rapport très intéressant à la fois de l'ADEME, hein, et de l'ARCEP qui est sorti sur l'impact environnemental du numérique, hein. Donc, déjà, ce qu'on peut, avant même la sortie de ce rapport, c'est vrai qu'il y avait le Shift Project, hein, qui avait indiqué dans son rapport, mais qui date de 2018, que le numérique représenterait aujourd'hui entre 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, hein, dans le monde, et 2% de l'empreinte carbone au niveau national, hein. Donc, à la fois en termes de phase de fabrication et d'utilisation comprise. Et ensuite, on a eu un rapport, hein, de la mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique par le Sénat, hein, qui indique effectivement que l'empreinte carbone du numérique, hein, pourrait augmenter de manière significative, hein, si rien n'est fait pour la limiter. Typiquement, on parle de plus 60% d'ici à 2040, soit 6, donc en gros, ça veut dire que le numérique pourrait représenter 6,7% de l'empreinte carbone nationale. Donc ça, donc on part de 2%, on pourrait arriver d'ici 2040 à 6,7%. Le rapport de l'ADEME et de l'ARCEP, là, qui est sorti le 19 janvier dernier, indique aujourd'hui finalement que le numérique représente actuellement 2,5% du total de l'empreinte carbone annuelle de la France. Concrètement, c'est 16 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et que ça provient essentiellement des terminaux. Donc, en plus, dans les terminaux, c'est très majoritairement les ordinateurs, les écrans, les matériels audiovisuels. Et il y a un petit loupé sur la phrase, mais en gros, finalement, les téléphones représentent une part réduite de cet impact carbone. En fait, ce qui est important de voir, c'est que sur la droite, par exemple, si vous regardez le camembert de droite, on indique la part de l'empreinte carbone, hein, associée à chaque brique du numérique. Parce que l'ADEME et l'ARCEP ont différencié trois éléments différents quand on parle de numérique, hein. À la fois, on distingue d'un côté les terminaux, de l'autre les réseaux, donc les réseaux pour bien sûr connecter entre eux, hein, ces terminaux, et les centres de données. Les centres de données, en fait, ce sont finalement l'ensemble des data centers, hein, par exemple. Et donc, finalement, c'est là qu'on voit, c'est assez parlant, hein, plus de 75% et même quasiment 80% de la part de l'empreinte carbone, ça vient des terminaux. Et finalement, ça vient moins des réseaux. Et après, c'est vrai qu'on parle souvent de data center, de consommation des data centers. Mais voilà, là, il faut vraiment se rendre compte que les terminaux représentent une part extrêmement importante. Et ensuite, dans cette part, dans l'ensemble de ce camembert, hein, on distingue trois choses, hein, la fabrication, la distribution et l'utilisation. Et on se rend compte finalement que la fabrication de l'ensemble à la fois des terminaux, mais aussi des éléments de réseau ou des serveurs qui constituent l'ensemble des data centers, eh ben, ça constitue
également quasiment pour 80% de l'empreinte carbone. Donc, la fabrication est un item extrêmement important. Et donc, a fortiori, la fabrication des terminaux. Et c'est vraiment la part la plus importante de l'empreinte carbone quand il s'agit de numérique. Et donc, bon, la distribution, ça représente peu, mais l'utilisation, ça représente quand même plus de 20% de cette empreinte carbone. Et ensuite, j'ai voulu, bon, le rapport, vous le verrez, il est extrêmement complet. Hein. D'ailleurs, je vous invite à regarder si cela vous intéresse. Hein. Mais on a un impact environnemental. Enfin, on a ici les impacts environnementaux par type d'équipement au sein de la brique terminaux. À savoir, on parle de terres rares, hein, souvent, quand on fabrique des terminaux, les batteries, etc. Donc là, ce qu'on voit effectivement en termes de ressources abiotiques, hein, ce sont les terres rares. Et ben, effectivement, on se rend compte que les ordinateurs, les écrans et matériels audiovisuels représentent dans l'ensemble des 4 catégories, hein, donc, la part la plus importante, hein, finalement, des impacts environnementaux. Et les téléphones, finalement, qu'on voit en rouge, hein, pour l'empreinte carbone, effectivement, c'est l'item qui est le plus important parce qu'on voit 20% de l'empreinte carbone sur les téléphones, mais ça reste très réduit par rapport à vos ordinateurs, à vos écrans et matériels audiovisuels. Donc ça, voilà. L'idée, c'était d'abord de vous remettre un peu les idées au clair, hein, sur dans le numérique. Quel est l'impact du numérique et quel est l'impact, par exemple, d'un terminal, finalement, et afin de relativiser cela. Alors, il n'empêche que ce n'est pas parce que le numérique représente finalement peu et que les terminaux peut-être encore moins que ces derniers, enfin que le numérique doit être exempt on va dire de levier, enfin d'action en tout cas sur la transition écologique, parce que je pense que la transition concerne l'ensemble des secteurs. Hein. Ça, je pense que côté filière, ils en sont convaincus. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la 5G, quand même, fait partie de la solution aux impacts énergétiques et carbone du numérique. Pourquoi ? Déjà, il faut savoir que la 5G a une efficacité énergétique, hein, qui devrait être, d'ici 2025, améliorée d'un facteur 10 par rapport à la 4G. Donc, c'est-à-dire qu'en implémentant de la 5G, normalement, on a une meilleure efficacité énergétique, hein, d'un facteur 10. Et on projette une amélioration d'un facteur 20 ou plus d'ici 2030. Il ne faut pas oublier que la 5G, si on l'applique dans l'ensemble par exemple, les verticales dont je vous ai parlé précédemment, à la fois côté collectivité, via les territoires intelligents, côté industrie, il y a un meilleur contrôle du processus de production, parce que si on a un meilleur contrôle du processus de production, on utilisera moins de matières premières. Mais aussi dans le secteur du tertiaire, avec une meilleure gestion technique des bâtiments, dans le transport, avec une optimisation des trajets, dans la santé, avec la télémédecine, la téléconsultation. Et bien finalement, la 5G, c'est quand même une solution parce que ça permet d'améliorer l'empreinte carbone d'autres secteurs. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, et donc, dans le graphique de droite, je vous ai mis, alors ICT, ça veut dire tout ce qui est les technologies de l'information et des communications, hein, de manière générale. Hein. Ça représente un levier important pour un futur durable. Et donc, normalement, alors ça, c'est une étude, hein, qui date de 2015, hein, mais en gros, il était estimé à l'époque que 15%, les technologies, les TIC, les technologies d'information et des communications, pourraient apporter une réduction de 15% dans l'émission des gaz à effet de serre. Et donc, du coup, finalement, les TIC sont vraiment une solution. Et donc, la 5G, a fortiori, de par l'ensemble des apports technologiques qu'elle devrait faire. Et donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que les acteurs de l'industrie, tout comme les professionnels et le grand public, doivent en tout cas aussi maîtriser leur consommation. Et donc,
finalement, un sujet, bien sûr, les industriels doivent faire leur part hein, dans la 5G, c'est normal, hein, mais il faut peut-être, c'est peut-être une croyance qu'on a aujourd'hui, et je pense que c'est bien, c'est que chacun, tout à chacun, on doit être sobre dans nos consommations, nos usages. Et quelque part, ça permet, ça nous permet d'être acteurs, en fait, finalement, de la transition écologique et de ne pas être juste observateur. Et pour en savoir plus, hein, donc, on fait un petit peu de pub. On a un colloque qui est organisé par Smart World Partners et par KPMG demain en visioconférence. Hein. On parle de télécom et de 5G entre croissance et opportunité. Donc, on a un petit lien de streaming, hein, parce que du coup, le séminaire sera aussi diffusé sur Internet. Donc, merci pour votre attention. Désolé, j'étais un peu... on a dépassé le temps qui nous était confié avec mon collègue. Merci, Monsieur Chagnouk. Il est vrai qu'on a là un sujet qui est vaste. Donc, forcément, ce n'est pas étonnant que vous ayez dépassé un petit peu. Vous avez abordé un certain nombre de sujets. Je crois qu'on va pouvoir maintenant prendre un certain nombre de questions, de remarques sur les différents sujets, que ce soit sur l'économie, sur les différents usages également que vous avez pu présenter. Il y a beaucoup d'informations et j'imagine qu'il y a des questions, des remarques à partir de tout ça. Est-ce que nous avons... Oui, alors si vous voulez bien peut-être enlever l'écran comme ça, nous allons pouvoir voir les personnes présentes. Peut-être que, voilà, que quelqu'un a levé la main. Voilà, Monsieur Krogenek. Non, j'aurais une question ponctuelle sur Saint-Brieuc. Donc, je prends connaissance aujourd'hui qu'il y a 6, me semble-t-il, sites qui sont équipés en 5G. Et donc, il me semblait que la mairie n'avait pas souhaité équiper en 5G pour l'instant. Donc, je m'interroge, voilà. À donner l'accord aux opérateurs, sachant que la mairie n'a pas la capacité à interdire en fait ces implantations sur des sites. Alors, Monsieur Kerardi, les différents sites, vous vous rappelez les types de sites qu'on a? Là, on a des sites comme Chaptal et certains sites qui sont sur Terre Hébert Habitat. On pourrait vous envoyer la cartographie, mais on a des demandes régulières de tous les opérateurs qui vont arriver maintenant pour le déploiement de la 5G, en fait. Mais c'est sur des implantations existantes. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un site justement où on peut consulter les cartes que l'on a vues à l'écran là? Oui, bah, c'est sur le site de la NFR, elles sont disponibles. Mhm. Et des fréquences, Monsieur Krogelek, on avait cité ça lors d'une précédente conférence, justement, et c'est tout à fait disponible. D'accord. Oui, tout à fait. Je crois que vous ne m'avez pas entendu. J'ai peut-être une micro-coupure de mon côté, mais ce sont des données accessibles en accès libre, en open data sur les sites de la NFR et de la... Merci.
On va passer à une autre question, une série de questions. Peut-être il y en aura peut-être plusieurs sur l'économie. Vous avez mis en avant, Monsieur Chanouk, la possibilité de faire avancer la souveraineté numérique, de développer de l'emploi. Donc là, c'est quand même pas extrêmement précis pour ce qui est des créations potentielles d'emplois. Et vous avez évoqué différents domaines dans lesquels on pourrait créer de l'emploi, mais sans indiquer, et ça m'intéresserait en fait, les créations de valeur et d'emploi par grand domaine. Par exemple, la 5G dans le domaine des particuliers et du divertissement, ça représenterait quoi en termes de création de valeur, de création d'emplois? J'ai vu qu'on avait par exemple 13 milliards pour des forfaits mobiles. Est-ce que vous avez d'autres précisions concernant la part de ce champ des particuliers et du divertissement, en fait? C'est 13 millions plutôt? 13 millions, oui, pardon. Autant Oui, pour pas de souci. oui, 13 millions. Oui. On peut vous me remontrer la slide. Hop. Attendez. On peut les repasser, il n'y a aucun problème. Alors, si ça veut bien. Hop. Alors. Donc là, peut-être Olivier, je te laisse revenir dessus. Oui, tout à fait. Donc là, ce qui a été présenté, c'était sur l'année 2020. Alors la part des forfaits mobiles était assez faible en fait, puisqu'on était sur un démarrage de l'activité. Je pense que c'est peut-être un peu plus détaillé dans le slide suivant, pour le coup, dans lequel on indique qu'en 2027, l'achat de terminaux représenterait quasiment 6 milliards d'euros, là, 5,8 milliards d'euros. Dans la bannière du bas, là, l'écosystème 5G français. Après, il y a des projections qui ont été faites sur certains grands domaines, pas forcément sur le loisir, pour détailler ces grandes masses, et notamment dans les solutions applicatives sur la 5G. Donc, ce qui est estimé là, avec un chiffre autour de 4 milliards d'euros, c'est qu'une grosse partie devrait être générée dans l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, avec le développement des verticaux dans l'industrie, l'automatisation des robots, la virtualisation, etc. Entre 1,5 et 2 millions d'euros. Au niveau des transports, que ça pourrait représenter 1 milliard d'euros, pardon, pas million. Au niveau des transports, 1 milliard d'euros, autour d'1 milliard d'euros. L'énergie et l'eau, entre 250 et 400 millions d'euros. La santé, entre 300 et 500. L'agriculture également, entre 300 et 500 millions d'euros. Donc, il y a un certain nombre de projections qui sont faites là-dessus, un peu plus en détail. Si vous voulez aller un peu plus loin que les quelques grands chiffres qui ont été présentés ici, je pense que l'étude de la DGE doit être disponible publiquement, sauf faire de ma part. Merci pour ces précisions. Peut-être qu'il y a une autre question au niveau des personnes présentes. Non, je n'ai pas l'impression. Moi, j'avais quelques questions, notamment sur les perspectives de la 5G sur le long terme. Je souhaitais d'abord revenir sur un
premier point, dans votre diapo numéro 24, vous parlez notamment de l'efficacité énergétique de la 5G. Alors, il est vrai que quand on raisonne uniquement, on va dire, outils, usage 5G, effectivement, on est sur une note qui est quand même assez positive, mais quand on raisonne plutôt sur les usages au niveau de la société, donc de manière plutôt complexe avec l'ensemble des usages, on se retrouve plutôt sur une consommation électrique qui va augmenter. Donc là, je cite notamment le rapport du Haut Conseil pour le climat et il nous parle d'une augmentation de 5% à 13% de notre consommation finale d'électricité au total. Donc, oui, d'accord, mais pour moi, du coup, ça questionne justement la question de la perspective de cette technologie, donc croisée à la consommation énergétique totale, à l'utilisation notamment des ressources rares, notamment avec des terres rares et notre autonomie, notre indépendance par rapport aux pays qui possèdent cette ressource. Je pense notamment à la Chine avec un matériau, le gallium en particulier. Donc, on a ces sujets-là et on a le sujet aussi des différentes thématiques sur les usages quand on parle de stratégie nationale bas carbone et de neutralité carbone à 2050. Est-ce que les usages dont vous citez et du coup qui me font poser la question sur les sources qui sont utilisées à la slide 18, comment finalement on priorise ces ressources par rapport à nos perspectives qui sont tant de l'urgence climatique que de la raréfaction des ressources avec tout ça. Alors, il y a beaucoup de questions dans vos questions. Je sais. Non, mais alors, de toute façon, c'est sûr que dès qu'on a une nouvelle technologie, dès qu'on produit des terminaux, quoi qu'il arrive, de toute façon, on sera face au sujet des terres rares. Hein. Alors d'ailleurs, on parle du secteur du numérique, hein, mais le secteur de l'automobile est un autre secteur qui est impacté. Hein. Par exemple, on parle de voitures électriques, donc les batteries. Ce sont des sujets également qui existent. Malheureusement, effectivement, je ne peux pas vous dire que la 5G ne va pas demander moins de terres rares. Ce n'est pas possible. Donc, le sujet de terres rares va toujours être présent. Ça, c'est clair. Ensuite, sur la dépendance par rapport à des pays, par rapport aux terres rares, oui, dans ce cas-là, clairement, on est clairement dépendant de la Chine. C'est un sujet qui est très, très compliqué à traiter parce que ça veut dire qu'il faudrait trouver d'autres sources, d'autres fournisseurs, en fait, finalement, en termes de terres rares. Et en fait, ça ne court pas forcément les rues, donc, malheureusement. Et donc, oui, on est bien sûr dépendant. Donc, la 5G sera confrontée, bien évidemment, à ces sujets, au même titre que d'autres secteurs. Hein. Donc, en tout cas, pas plus ni moins qu'un autre. Oui, puisqu'on parle de sobriété aussi, on ne dit pas que tout le monde doit changer du jour au lendemain son téléphone portable pour le changer avec un téléphone compatible 5G. Je pense que ça doit se faire progressivement dans un cycle de vie raisonnable d'un téléphone. Et donc, effectivement, il faut aussi que cette partie-là, c'est ce qu'on a dit en termes d'utilisation, les terminaux représentent une très grosse partie de l'impact sur la planète. Donc, c'est à la fois dans l'utilisation et la fabrication. Et donc, il faut faire preuve, voilà, bon, c'est des sujets d'actualité, mais il faut faire preuve de sobriété en la matière, quoi, dans l'utilisation et le renouvellement de ces terminaux. D'autant plus que les terminaux, ça constitue réellement le principal utilisateur de ressources. Hein. Donc, ça veut dire que, sachant qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a un renouvellement des terminaux de 2,5 ans en moyenne, hein,
Donc ça, c'est l'étude de l'ADEME ARCEP qui le met en avant. On peut se dire, tiens, si on allonge d'un an de plus son terminal, eh ben, peut-être qu'on aura moins de tension sur les terres rares. Ça, c'est pour le sujet terres rares. Sur la consommation électrique, de la même façon, alors, oui, j'ai envie de vous dire, normalement, la 5G, par nature, dès la conception, ça consomme bien moins. En tout cas, 10 fois moins et dans un facteur de 20, voire plus, d'ici 2030. Après, ça dépend de l'usage aussi des utilisateurs. Forcément, alors je ne veux pas mettre non plus, je veux pas non plus dire que le problème, c'est les utilisateurs, parce que ce n'est pas forcément le cas. Et que l'effet rebond, tout le monde en parle. Donc, on peut dire, oui, dans ce cas-là, s'il y a plus de débit disponible, enfin, s'il y a plus de débit disponible, dans ce cas-là, on va de toute façon l'utiliser et finalement, on va éliminer complètement cet effet. Cet effet, donc ça va provoquer un effet rebond parce qu'on va peut-être même d'ailleurs consommer encore plus qu'avant. Ça, ce sont des effets qui existent, on ne va pas le nier. D'ailleurs, dans le domaine de l'électricité, de la consommation électrique, c'est le cas aussi. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a un sujet sur l'électricité et sur la sobriété qui est à mettre en avant et il faut continuer à le mettre en avant. On le voit dans l'énergie aujourd'hui avec la crise ukrainienne. Dans les consommations à la fois de gaz, de pétrole. On se dit, finalement, à l'époque du choc pétrolier dans les années 70, on se disait, oui, faut éteindre la lumière un peu plus souvent. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi, faut être acteur aussi nous en tant que citoyens, de cette transition. Et donc, prôner la sobriété, faire attention, par exemple, éteindre sa box le soir, tout comme le soir, au lieu de laisser son téléphone mobile effectivement allumé, on peut le mettre en mode avion, par exemple, on peut l'éteindre. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir un appel ou une communication téléphonique à 4 heures du mat. Je ne pense pas que ce soit des sujets nécessaires. Donc, en fait, est-ce que les industriels peuvent prévoir une meilleure efficacité, mais si aussi, en bout du bout, l'utilisateur final continue à utiliser encore plus, ça peut être un peu compliqué. Je pense que pour moi, ça vient des deux. À la fois, côté industriel, il faut que des efforts soient faits, mais aussi côté utilisateur. Et puis, c'est clair qu'en termes d'utilisation, très concrètement, par exemple, il y a des simulations qui ont été faites notamment par Carbone 4 qui indique 1 gigaoctet utilisé sur un accès mobile versus 1 gigaoctet sur un accès fibre avec du Wi-Fi. Oui. Ça dépense 50 fois plus d'électricité. Donc, typiquement, si on veut faire du streaming vidéo chez soi, même si c'est sur son téléphone, il vaut mieux le faire sur du Wi-Fi avec le support de la fibre que sur de la 4 ou de la 5G, où on va dépenser globalement une énergie à la fois côté réseau et côté smartphone beaucoup plus importante, quoi. Je pense finalement peut-être qu'il y a un peu de... alors je ne vais pas dire d'éducation à ce niveau, mais presque. Peut-être que savoir, que finalement, comme le dit Olivier, si on switch sur le Wi-Fi plutôt que de rester sur la 4G ou la 5G, et que ça aide à baisser sa consommation électrique, c'est quand même pas mal. Donc peut-être qu'il y a aussi un manque de vulgarisation ou de communication à ce sujet, et auquel cas, je pense que ce sont c'est un peu comme pour la lumière. Donc, on dit éteindre la lumière, peut-être on pourrait aussi avoir les bonnes pratiques de l'utilisation du numérique pour aider à une meilleure transition écologique. Merci. Monsieur Krogneck, vous vouliez réintervenir? Oui, merci. Comme il n'y a pas d'autres questions, j'en profite. Vous avez à juste titre mis en avant disons, la difficulté de l'acceptation du grand public et des collectivités locales.
Et ça pose la question de l'indépendance des experts que vous êtes. Moi, j'ai souvenir, donc il y avait eu en début une intervention d'un expert en matière de conséquences sur le corps humain et le cerveau de la 5G. Et il m'avait relativement convaincu parce qu'il était de l'université de Rennes de mémoire et il semblait indépendant des pouvoirs publics. Dans votre cas, c'est un peu analogue, c'est-à-dire que la confiance aujourd'hui je parle surtout du grand public, des collectivités locales, c'est un peu différent, mais dans les pouvoirs publics, la confiance, elle est minime. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur d'une part, votre indépendance par rapport au ministère en l'occurrence, et puis quelles sont les pistes justement pour essayer de lever cette réserve du grand public par rapport à la 5G? Sur la question de l'indépendance, nous, on peut répondre qu'on ne travaille pas, enfin, on n'a aucune mission en cours pour aucun ministère, donc on parle ce soir en toute indépendance par rapport à ce qui a pu être présenté, ça c'est très clair. Après, en termes d'études, c'est toujours assez difficile de se prononcer, hein. Nous, on n'est pas des experts sanitaires. Je crois d'ailleurs qu'il y a une conférence, la première conférence ou la seconde, qui a été notamment animée par un expert de l'ANSES, hein, donc qui est probablement plus indiqué que nous pour répondre à cette question. Et en tout cas, je pense ce qu'il avait répondu, en tout cas nous, pour avoir aussi également à regarder les résultats des études de l'ANSES, ils indiquaient, même si on comprend bien que ce n'est pas forcément des conclusions qui sont totalement acceptées par le grand public, hein, pour des raisons qu'on peut imaginer, mais qu'il n'y a pas en tout cas d'impact évident de l'utilisation des réseaux mobiles sur le corps humain, quoi. Après, nous, c'est pas. On fait également confiance aux experts de notre côté qui sortent ce type de résultats, quoi. Mais finalement, on peut tous se poser les questions à très long terme sur cet impact, effectivement. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a rien d'évident qui prouve un impact sur la santé, en tout cas. Merci. Et c'est important ce que vous avez dit juste avant entre la fibre et le Wi-Fi, disons, de justement indiquer aux utilisateurs quel est le meilleur usage. Je pense qu'il y a beaucoup à communiquer là-dessus. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, pour l'instant, je n'en vois pas. Monsieur Guillou n'avait pas spécialement de questions. Je vois qu'il est parmi nous. Non. Bon, vous nous avez montré vraiment les attentes autour de la 5G, les usages qui peuvent en être faits, avec ce que j'ai trouvé aussi très, très intéressant, c'était les différents domaines qui étaient présentés et donc le potentiel de la 5G sur ces différents domaines. Sur la mobilité, on a vu en particulier les soins, la santé, hein, tout ce qui est autour des soins et de la santé, l'action au sein des hôpitaux que nous ne connaissions pas forcément précisément et qui sont probablement des usages intéressants.
et aussi tout ce qui tourne autour de l'industrie et de la fabrication. C'est là où la 5G semble donner toute l'ampleur de son apport et de sa différenciation par rapport au système antérieur. Ceci dit, sur les perspectives, enfin certaines de ces perspectives, est-ce que justement le fait qu'aujourd'hui on soit dans une réflexion sur l'autonomie énergétique et l'autonomie des ressources, ça ne fait pas reculer certains des espoirs autour de la 5G? Je parle en particulier autour de la mobilité, des voitures autonomes. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas se dire chez les constructeurs peut-être que pour être justement plus indépendant vis-à-vis de fournisseurs, on va se mettre à alléger les véhicules en termes d'électronique et donc à nouveau simplifier des véhicules au lieu de les complexifier et de leur permettre des nouvelles fonctionnalités? C'est une interrogation aussi. Est-ce qu'on n'est pas justement un peu une croisée des chemins où certaines perspectives de la 5G vont être potentiellement remises un peu, peut-être pas aux oubliettes, mais moins prioritaires, on va dire? Alors, je suis d'accord avec vous sur un constat, c'est que les véhicules sont de plus en plus lourds. Et qu'on a toujours tendance à prendre plutôt le SUV plutôt qu'un petit véhicule. Donc, mais à l'inverse, je ne crois pas que ce poids du véhicule soit lié à l'électronique. Pour moi, il est moins question d'électronique que de taille du châssis, et donc qui utilise plus d'acier, plus de plastique, etc. En fait, alors oui, après, il y a d'autres sujets, hein, bien évidemment, sur les véhicules. Oui. Juste, excusez-moi, non, l'électronique, c'était par rapport au fait d'acheter à l'étranger aussi. Vous voyez? Oui. C'était ça aussi. C'était pas le Oui. pouvoir de l'électronique, c'était le fait de fabriquer sur place avec ce qu'on possède dans notre pays et éviter d'avoir à commander trop de pièces à l'étranger et notamment tout ce qui concerne l'électronique. Voilà, oui, ok. Voilà, et simplifier aussi. Oui, alors c'est sûr que côté filière électronique, alors, on est moins expert côté électronique, hein, mais c'est sûr que la plupart des usines en fait ont été totalement délocalisées. On a de moins en moins d'usines d'électronique, hein, en France, mais je pense que à la fois les tensions sur les semi-conducteurs aujourd'hui, enfin ce qu'on voit en tout cas, je pense que ça a fait prendre conscience aux politiques actuelles, hein. Peut-être après, on verra en fonction de la nouvelle mandature, mais pas que française, hein, d'ailleurs, hein, politique française ou voire européenne, qui était important de retrouver une certaine autonomie. Et finalement, ça va dans votre sens. Je pense que la partie usine de production, c'est peut-être rapatrier justement les usines de production en France, voire en Europe, au niveau des semi-conducteurs. Et après, bien sûr, se posera toujours la question de, tiens, mais pour ces semi-conducteurs, il faut des ressources quand même, hein. Enfin, ces ressources, est-ce qu'elles sont présentes en Europe, hein? Et en fait, elles ne sont pas présentes en Europe. Donc, on aura toujours un problème de matières premières, je pense. Après, ensuite, se dire, est-ce qu'on ne fait pas finalement un peu trop d'électronique dans l'ensemble de notre... tiens, peut-être qu'on a trop d'écrans, peut-être qu'on a trop de PC. Là, on veut avoir des véhicules autonomes. Donc, l'ensemble des voitures, effectivement, sont bardées de plus en plus d'électronique. Mais aujourd'hui c'est la voiture. Demain, c'est le réfrigérateur. Après-demain, c'est le four. Enfin, en gros, absolument tout, hein. Des objets, parce qu'on parle d'objets connectés en plus. Alors, forcément, on se dit,
si on veut avoir des millions, enfin des dizaines d'objets connectés dans sa maison, donc finalement, il y aura l'électronique partout. Je ne pourrais pas répondre pour l'ensemble de la filière sur cette question, enfin, à la place des politiques publiques. Mais en tout cas, je pense effectivement que certains usages, on n'est pas obligé d'avoir tout qui soit absolument connecté. Ça, en tout cas, ça j'en suis d'accord. Mais en revanche, pour certains secteurs critiques, pour empêcher des interventions de maintenance, ça, je pense qu'on a des usages qui, à mon sens, peuvent être justifiés par le fait d'avoir recours à de l'électronique, donc des objets connectés. Mais il faut faire le tri, hein. On n'a pas besoin d'avoir une friteuse connectée. Enfin, là, je pense que on n'a pas besoin d'avoir absolument tout connecté. Ça, je suis 100% en phase avec vous. Non, mais ça peut quand même également générer des externalités positives. On parlait des véhicules autonomes, l'intérêt des véhicules autonomes avec la 5G et donc des véhicules qui peuvent communiquer entre eux, c'est déjà d'une part éviter des risques d'accident et puis ça peut permettre aussi, par exemple, notamment aux zones urbaines, de réguler le trafic avec des voitures qui communiquent entre elles et donc qui peuvent anticiper les réactions des unes et des autres et qui peuvent permettre de fluidifier un trafic là où en heure de pointe, on aurait des routes complètement saturées, par exemple. Et donc, on sait qu'avec des voitures qui roulent de manière plus régulière, on a des consommations qui sont moins importantes d'énergie ou de carburant, en l'occurrence d'énergie avec des voitures autonomes électriques du futur. Donc, même si on va vers plus électronique et plus de ressources pour fabriquer la voiture, c'est le but, in fine, est de réduire la consommation du véhicule. Oui, j'ai bien aimé quand même votre remarque, Monsieur Chagnouk, sur le poids des véhicules. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait commencer à interroger compte tenu de la problématique actuelle sur l'énergie, avec cet engouement pour le SUV qui pourrait être à re-questionner très, très vite. Compte tenu de la consommation. Sinon, j'entends bien la question de permettre la régulation du trafic, signaler rapidement un véhicule accidenté, ce genre de choses. C'est vrai que c'est important. Et puis, éventuellement, informer sur les possibilités de report modal dans le cas où des embouteillages ou des interruptions du trafic peuvent se trouver à tel ou tel point. Ça, c'est intéressant. Sauf que il semblerait que ce ne soit pas forcément la technologie 5G qui s'impose pour cela. D'autres technologies, Wi-Fi par exemple, peuvent répondre à ce type d'usage également, ou est-ce que je me trompe? Alors en fait, c'est un sujet de communication entre les véhicules. Alors l'avantage quand même, c'est que la 5G permet une meilleure latence. Donc par exemple, notamment en cas d'accident, c'est vrai que s'il n'y a pas d'accident, typiquement, on peut avoir des connexions qui sont un peu moins rapides ou voire moins fiables. Mais en revanche, dès qu'on est dans le cadre d'un véhicule et qu'il peut y avoir un accident, une réaction en dessous de la milliseconde est quand même préférable, hein. Vous savez, dès que vous avez un accident, vous appuyez sur le frein, les dixièmes de seconde gagnés peuvent être extrêmement importants. Et dans le cadre d'un véhicule, alors si on parle de véhicule autonome, hein, bien évidemment, le fait d'avoir des communications avec une latence très très faible sera mieux. Donc, je pense que la 5G s'imposera, hein, sur les véhicules autonomes, hein, en termes de technologie de communication, pour les raisons que je viens de citer précédemment. Et ce qui me fait aussi rebondir sur l'utilisation des données avec des véhicules autonomes ou autres objets connectés, ça pose quand même une question éthique majoritaire qui est finalement quelle est
quel est l'usage de ces données, quelle est l'éthique derrière l'usage de ces données et quelle est finalement la protection des données de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Donc ça, c'est un autre sujet, mais qui, je pense, est à traiter dans les années à venir et qui ne devra pas être mis de côté parce que c'est un sujet qui intervient énormément, en tout cas, dans les échanges entre je vais dire, les personnes de ma génération et des générations un peu plus jeunes que moi, en tout cas. Tout à fait, il y a des questions de cybersécurité et d'éthique qui peuvent se poser. Ouais. C'est sûr que si on parle d'un véhicule qui est piloté par la 5G, on ne peut pas se permettre une intrusion indésirable sur le système qui contrôle le véhicule, c'est évident. Ouais, j'ai une question, ou plusieurs même. Vous avez parlé de la 5G qui remplacerait les réseaux sans fil existants. Et ma question, en fait, c'est pour des unités style hôpitaux, ou alors ça peut s'appliquer, c'est-à-dire sur les particuliers, mais je ne pense pas. On pourrait totalement supprimer la fibre ou pas? Il n'y a plus d'intérêt du coup d'avoir la fibre si on a la 5G, si on peut remplacer tous les réseaux. L'idée, c'est plutôt que la 5G soit complémentaire de la fibre. Hein. Ce qu'on a dit également, c'est que la 5G était quand même beaucoup plus consommatrice de données, et puis c'est lié à des utilisations mobiles, on va dire, hein, des équipements. Donc tout ce qui ressort d'équipements fixes, qui ne sont pas amenés à être déplacés, peuvent très bien fonctionner sur de la fibre. Ça, il n'y a aucune raison de se débarrasser de la fibre dans ce sens-là. Par contre, on peut parler de remplacement avec la 5G qui va remplacer à terme les réseaux 2G et 3G. Hein. D'ailleurs, Orange a fait des annonces avec l'extension de la 2G en 2025 et la 3G en 2028, hein, ce qui permet aussi d'éviter d'empiler les réseaux et donc d'empiler aussi les consommations derrière tous ces réseaux qui sont allumés en même temps. De la même façon que la fibre, elle, va remplacer le cuivre avec l'extinction du cuivre qui va être progressive d'ici 2030, notamment, encore une fois, avec Orange, qui est l'opérateur historique qui possède le réseau cuivre et qui va le démonter progressivement. Merci. Merci. Il est déjà presque 21h30. Le temps a tourné et ça démontre bien l'intérêt du sujet et la qualité de vos interventions. Donc, on vous remercie énormément pour les informations que vous nous avez partagées. Et on remercie également Cyril Cardi d'avoir organisé ce cycle de conférences. Donc, merci aussi aux équipes de la communication de la mairie pour avoir partagé ces cycles de conférences tout du long. Et on se tient, nous, à disposition des briochiens et des briochines qui se posent des questions et pour la suite des travaux sur ces différentes thématiques. On vous remercie, on vous souhaite une belle soirée. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée à tous et toutes. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Chagnouk. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.